Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost. J'ai à cœur d'intervenir tant pour les enfants que pour leurs parents victimes de violences psychologiques et de harcèlement moral. Ma spécificité, c'est d'avoir une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire que je travaille en collaboration avec des professionnels spécialisés sur ces sujets. Dans la série de podcasts sur le stress et le trauma, nous avons abordé ce qu'était le stress, ce qu'était le psychotraumatisme et le trouble de stress post-traumatique. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle thématique. Existe-t-il des marqueurs du trouble de stress post-traumatique ? Ce podcast est réalisé avec l'aide du professeur Garcia, qui est directeur des sciences de la vie à l'Université Côte d'Azur et responsable des diplômes universitaires de psychotraumatologie et suicidologie à l'Université Côte d'Azur. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Existe-t-il des marqueurs biologiques du trouble de stress post-traumatique ? Un événement traumatisant peut toucher tout le monde, directement en tant que victime directe ou témoin, ou indirectement. Il peut engendrer un stress aigu ou traumatisme avec des réactions physiologiques, comportementales et psychologiques pendant quelques jours. Au-delà de 4 semaines, on parle de trouble de stress post-traumatique ou encore TSPT, dont les caractéristiques sont de 4 types. Les reviviscences, l'évitement, l'hypervigilance et enfin les troubles cognitifs. Les reviviscences, c'est-à-dire la réactualisation du trauma que la personne revit au présent avec la même détresse. L'évitement, c'est aussi le fait d'éviter tout ce qui peut rappeler le trauma. L'hypervigilance, elle se manifeste notamment par des troubles du sommeil, des cauchemars, des troubles de l'alimentation, une difficulté à se concentrer, une hyperémotivité avec de l'irritabilité et une attitude de vigilance anxieuse par rapport à son environnement. Enfin, concernant les troubles cognitifs, il s'agit de la gestion des émotions, des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention ou encore de troubles de fonction exécutive comme le raisonnement et la prise de décision. À ces symptômes cardinaux s'ajoute souvent une comorbidité avec un autre trouble comme un trouble anxieux, un trouble dépressif, un trouble de l'addiction. Toutes les personnes exposées à un événement traumatisant ne développent pas un TSPT. De même, toutes les personnes ayant développé un TSPT ne répondent pas forcément favorablement à toute thérapie. Enfin, toutes les personnes en rémission de TSPT ne gardent pas de façon permanente la disparition de leurs symptômes. On peut observer des cas de rechute. Ces 3 constats soulèvent donc une question. Existe-t-il chez certains des facteurs de vulnérabilité, se caractérisant donc par une susceptibilité à l'apparition du TSPT, une résistance thérapeutique et enfin une susceptibilité à la rechute. Les études prouvent que cela semble être le cas. Il semble bien exister des facteurs de vulnérabilité qui pourraient se caractériser par des modifications biologiques, probablement présents avant le TSPT lui-même ou apparaissant avec le trouble. Ces modifications pourraient constituer des marqueurs biologiques, des risques relatifs au TSPT avec risque de développement du trouble, risque de développer des symptômes chroniques du TSPT et risque de rechute du trouble. Prenons 3 exemples. Premier cas, exemple de marqueur de développement potentiel de troubles de stress post-traumatique. Les marqueurs de développement du TSPT sont recherchés avant ou après l'événement traumatogène. La recherche des marqueurs avant l'exposition traumatogène peut se dérouler par exemple avec des pompiers n'ayant pas encore eu l'expérience d'exposition dramatique
à des événements traumatogènes. Quant à la recherche des marqueurs après l'exposition, elle peut être menée par exemple avec une population de personnes se retrouvant aux urgences pour blessures graves. Face à un événement stressant, notre corps réagit en produisant de grandes quantités d'hormones lui permettant d'y faire face. Parmi ces hormones, citons notamment la noradrénaline et le cortisol. La noradrénaline contribue entre autres à l'éveil, à la vigilance, à l'attention, à l'adaptation de la pression artérielle. Quant au cortisol, il permet entre autres de rester en état d'alerte, de maintenir la vigilance, de favoriser la libération de glucose pour disposer rapidement de l'énergie. Le cortisol permet également de fournir une assistance anti-inflammatoire. Lorsque la situation stressante disparaît, le cerveau ajuste à nouveau leur production, permettant à l'organisme de retourner rapidement à son fonctionnement normal. Mais si le message d'ajustement n'est jamais émis par le cerveau, que se passe-t-il ? Dans ce cas, le système d'alarme reste activé 24 heures sur 24 et le corps sera continuellement en mode stress, altérant par exemple le sommeil, la digestion, l'humeur, la mémoire, la concentration. Dans le cas de troubles de stress post-traumatique, chez les patients ayant le TSPT, les taux de noradrénaline restent constamment élevés et s'élèvent encore davantage en cas de stress. Dans le cas du cortisol, les taux restent bas. En conclusion sur cette partie, et je vous renvoie à l'article complet qui présente les études, on peut conclure que des taux bas de cortisol après un événement traumatisant peuvent indiquer un risque élevé de développement du TSPT. Ainsi, l'observation de ces taux bas pendant la phase péritraumatique peut constituer un marqueur biologique de développement du TSPT. Deuxième cas, un exemple de marqueur de résistance thérapeutique. L'identification de marqueurs de résistance thérapeutique permet, avant de commencer une thérapie donnée, de savoir si la thérapie choisie conviendrait ou non au patient, et cela permet aussi, si nécessaire, de changer en amont la stratégie thérapeutique. Les marqueurs de résistance thérapeutique sont par conséquent recherchés avant de commencer la thérapie. Nous avons préalablement mentionné que face à un événement stressant, notre corps produit des hormones du stress, la noradrénaline et le cortisol, afin d'y faire face. En fait, la réponse au stress commence dans le cerveau. Par exemple, lorsqu'une personne fait brusquement face à un agresseur, les yeux et les oreilles envoient instantanément des informations recueillies à une zone du cerveau qui s'appelle le thalamus sensoriel. Le thalamus sensoriel se charge de distribuer ensuite ces informations à d'autres zones du cerveau, comme notamment l'amygdale. L'amygdale interprète à nouveau ces informations dans le sens d'un danger grave imminent. Le danger étant imminent, ce sont ces informations brutes qui gouvernent la conduite. L'amygdale émet un signal de détresse aboutissant entre autres à la production des hormones de stress, noradrénaline et cortisol. Cela se produit tellement vite que la personne en danger n'en a pas conscience. Car l'amygdale déclenche le signal d'alarme avant même que ce qui se passe ne soit pleinement traité par les aires corticales du cerveau, c'est-à-dire par le néocortex. C'est la raison pour laquelle la personne va d'un coup réagir par les informations envoyées par l'amygdale par 3 types de réactions: la fuite, le combat ou le figement. Chez les patients souffrant de TSPT, les mesures d'activation de l'amygdale sont réalisées à l'aide de techniques de neuroimagerie. Ces techniques ont largement permis de montrer que les situations d'urgence générant la peur activent l'amygdale. On constate chez les patients de troubles de stress post-traumatique que cette activation
est beaucoup plus importante. Différentes études montrent donc que la constatation d'une activation exagérée de l'amygdale en réponse aux stimuli de la peur avant d'appliquer la thérapie peut constituer un marqueur biologique de résistance thérapeutique du TSPT. Troisième cas, un exemple de marqueur de rechute de TSPT. La rechute du trouble de stress post-traumatique peut être constatée à la suite de l'exposition de la personne en rémission à un événement non traumatisant en soi, mais en lien étroit avec l'événement traumatisant ayant entraîné le trouble de stress post-traumatique. Prenons l'exemple d'une personne qui s'est sentie piégée ou rejetée pendant un événement de harcèlement moral qui a entraîné son TSPT. Une fois en rémission, des expériences qui lui feront se sentir piégée à nouveau peuvent déclencher une rechute de son trouble de stress post-traumatique. Un autre exemple peut être une date d'anniversaire qui peut également provoquer une rechute du TSPT, comme nous l'avons vu par exemple avec des dates d'anniversaire d'attentats. Le stress est inévitable dans la vie de n'importe quelle personne. Lorsque nous sommes stressés, nous ressentons souvent des émotions comme la peur, la colère ou la tristesse. Une régulation réussie des émotions est essentielle pour faire face correctement au stress. Elle relève des zones corticales situées dans la partie frontale du cerveau que l'on appelle le cortex préfrontal ventromédian. Au début du stress, l'activation du cortex préfrontal ventromédian diminue. Ensuite, son activation augmente pour inhiber l'amygdale afin que l'organisme s'adapte en ramenant à la normale les changements induits par le stress. Dans le cadre du trouble de stress post-traumatique, en situation de stress, le passage de la baisse de l'activation à l'augmentation de l'activation du cortex ventromédian ne s'observe pas, indiquant donc l'incapacité de cette zone cérébrale à réguler convenablement les émotions, dont la peur chez les patients. Différentes études que vous retrouverez dans l'article complet, avec des modèles de troubles de stress post-traumatique, nous révèlent donc que la perte de l'activation du cortex préfrontal médian prédit le risque accru de rechute. Nous pouvons donc dire, en cas de rémission du trouble de stress post-traumatique, que la perte de l'activation du cortex préfrontal ventromédian constitue un marqueur biologique de rechute du trouble de stress post-traumatique. En conclusion, il existe bien des marqueurs biologiques du TSPT. Ces marqueurs peuvent être recherchés au niveau du cerveau et au niveau des hormones produites par le corps. Il m'a paru important de vous partager ces informations, car savoir et comprendre ces informations peut vous permettre, premièrement, de déculpabiliser en cas de trauma. En effet, certaines victimes peuvent culpabiliser concernant leur comportement et réactions. Or, comme nous l'avons vu, face à des cas de troubles de stress post-traumatique, c'est tout un cerveau qui se modifie, c'est tout l'organisme qui en est impacté sur le plan hormonal et neuronal, engendrant un comportement modifié, automatique et inconscient. Deuxièmement, cela peut permettre de faire de la prévention et aider dans certains diagnostics de TSPT. Quid d'utiliser cela, notamment dans le cadre de diagnostic de violences intrafamiliales dans les procédures judiciaires. Troisièmement, ces informations peuvent, j'espère aussi, vous permettre d'aller vers le chemin de la guérison, d'autant que quand il y a trouble de stress post-traumatique, nous l'avons déjà vu, il y a souvent développement de comorbidité.
Vous pouvez retrouver plus d'informations dans un article complet réalisé avec l'aide du professeur René Garcia sur le site anasio.fr. Merci au professeur René Garcia. Monsieur Garcia est responsable du DU psychotraumatologie, du DU suicidologie et directeur du département des sciences de la vie à l'Université Côte d'Azur. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent. Vous pouvez retrouver l'actualité du podcast Anasio pour une enfance protégée sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur le site anasio.fr. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. À bientôt!